Alors, je lis le texte, s'il vous plaît. Alors, c'est un extrait de Autant en emporte le vent, tome 1, de Margaret Mitchell. J'en ai assez de ne jamais être moi-même et de ne jamais faire ce qu'il me plaît. J'en ai assez de faire celle qui mange comme un oiseau, de marcher quand je veux courir et de dire après une valse que j'ai la tête qui tourne alors que je pourrais danser 2 jours sans me lasser. J'en ai assez de dire vous êtes merveilleux à des imbéciles qui sont moitié moins intelligents que moi et j'en ai assez de prétendre que je ne sais rien pour permettre aux hommes de me raconter des tas de choses et de faire les malins. Alors avant d'attaquer l'idée générale, on va partir petit à petit pour voir quels sont les mots qui vous semblent être difficiles et dégager des petites idées avant d'en finir avec l'idée principale. D'accord? Donc petit à petit. Donc j'en ai assez de ne jamais être moi-même. Vous comprenez? Avoir assez, j'en ai assez, ça veut dire que je suis fatiguée. Je suis fatiguée, j'en ai assez de ne jamais être moi-même. Je ne suis jamais moi-même. Et si je ne suis pas moi-même, je suis qui? Je suis quelqu'un d'autre. Je suis autre personne que moi-même. Je n'exprime pas mon véritable moi. Alors j'en ai assez de ne jamais être moi-même et de ne jamais faire ce qu'il me plaît. J'en ai assez de faire celle qui mange comme un oiseau, de marcher quand je veux courir. Alors là, on est un petit peu dans les détails. On a l'impression que la première phrase est la phrase qui véhicule le plus de sens et que par la suite, c'est des détails. C'est l'information détaillée. Alors, j'en ai assez de ne jamais être moi-même et de ne jamais faire ce qu'il me plaît. J'en ai assez de ne jamais faire ce qu'il me plaît. Donc, si je ne fais pas ce qui me plaît, qu'est-ce que je fais? Je fais ce qui plaît les autres. Je fais ce qui plaît aux autres. Donc, je ne suis pas moi-même et je fais ce qui plaît aux autres. Donc, du coup, c'est une courtoisie. C'est obligé de faire ça. Il y a cette notion d'obligation, il y a cette notion de contenance. Il y a cette notion de contenance. Il y a cette notion de frustration. C'est une frustration. Margaret Mitchell est en train d'exprimer sa frustration à travers ce texte. Une frustration de ne pas être un personnage ou bien une personne vraie, véridique, réelle. Elle ne fait que ce que les autres veulent qu'elle fasse. Donc elle ne fait pas ce qui lui plaît et elle n'est pas la personne qu'elle est. Donc là nous avons l'être et le paraître. Vous savez ce que ça veut dire? L'être et le paraître. Il y a ce que tu es au fond de toi et il y a ce que tu montres aux autres. N'est-ce pas? Et tout le monde est concerné par ça. Bien. J'en ai assez de faire celle qui mange comme un oiseau. J'en ai assez de faire celle qui mange comme un oiseau. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai assez de faire semblant de ne pas manger beaucoup. Je mange comme un oiseau. C'est une expression pour dire que je mange peu. Très bien. Je fais semblant de manger peu. Oui? Ce qu'ils veulent me donner comme des choses à manger. Ça veut dire que je n'ai pas le choix pour choisir ce que j'aime manger. Non, c'est pas ça. Alors, ce n'est pas par rapport aux choses, c'est par rapport à la quantité. J'en ai assez de faire celle qui mange comme un oiseau. J'en ai assez de faire semblant de manger juste un tout petit peu. Parce qu'une femme qui mange trop, dans leur culture, c'est une culture américaine, qui date des années qui date des premières années du XXe siècle. Alors, aux États-Unis, une femme qui mange peu est une femme qui est très appréciée. Aux États-Unis, à cette époque, une femme qui mange peu est une femme qui est très appréciée. Comme quoi, il y a une grande différence entre
entre les références culturelles et sociales. Chez eux, c'est vraiment très apprécié qu'une femme mange juste un petit peu. Chez nous, c'est le contraire. Bref, donc, j'en ai assez de faire celle qui mange comme un oiseau. Ça veut dire qu'elle ne mange pas en réalité comme un oiseau. Alors, pour faire semblant, on utilise des stratégies. On utilise des stratégies, par exemple, pour faire semblant de manger comme un oiseau. Je sais que je vais manger devant toi et je suis censée manger comme un oiseau. Donc, je vais devoir me faire plaisir avant même de te rencontrer. Bien manger. Puis par la suite, j'ai même pas faim quand je mange avec toi. Donc là, nous sommes dans le faire semblant. Bien. De marcher quand je veux courir. J'ai envie de courir. Mais vous m'obligez à marcher. Alors, est-ce que cette partie devrait être prise au sens propre, bien au sens figuré? C'est une question que vous allez devoir vous poser. Est-ce que c'est vraiment cette notion de j'ai envie de courir, vraiment courir, et je me retrouve en train de juste marcher? Ou bien est-ce que c'est une question de cadence? Moi, j'ai cette envie de courir vers la liberté. J'ai cette envie de me lancer et vous m'obligez à diminuer ma cadence et vous m'obligez à m'approprier un rythme qui n'est pas le mien, mais qui est le vôtre. Peut-être. N'est-ce pas? Et de dire après une valse que j'ai la tête qui tourne. De dire après une valse que j'ai la tête qui tourne, alors que je pourrais danser 2 jours sans me lasser. Que veut dire se lasser? Se lasser, se fatiguer, s'ennuyer. J'ai cette capacité de danser pendant 2 jours sans me lasser. Mais vous m'obligez, je me retrouve obligée de dire, après une valse, c'est une danse dans laquelle on tourne, alors de vous dire que, voilà, de dire à mon compagnon, ah, attendez monsieur, j'ai la tête qui tourne. Alors que je n'ai pas la tête qui tourne. Je peux danser pendant 2 jours. Mais vous m'obligez à mentir. Pourquoi faire? Alors ce pourquoi faire, c'est l'idée générale, à laquelle on va parvenir par la suite. J'en ai assez de dire, vous êtes merveilleux, à des imbéciles qui sont moitié moins intelligents que moi. Dire à un homme qu'il est merveilleux, lui dire qu'il est merveilleux, alors qu'au fond, je pense que c'est un imbécile. C'est pourquoi faire. Tu sais que c'est un imbécile. Pour flatter son ego, vous êtes merveilleux. D'accord? Vous êtes merveilleux. On est vraiment dans le flatter l'ego de l'homme et de lui dire des choses qui ne sont pas vraies à propos de lui. Je te dis que tu es merveilleux, alors que, au fond de moi, je pense que tu es un imbécile. Et que tu n'es pas même à la moitié de mon intelligence à moi. Mais je flatte ton ego. Pourquoi? Alors là, c'est l'idée générale. On est en train de glisser vers l'idée générale. Le pourquoi. Pourquoi les femmes font ceci? Pourquoi les femmes mentent-elles? Pourquoi les femmes font semblant? Pourquoi les femmes sont hypocrites? Parce que c'est ça, c'est de l'hypocrisie. C'est de dire des choses que l'on ne pense pas. C'est la définition même de l'hypocrisie. Bien. J'en ai assez de prétendre que je ne sais rien pour permettre aux hommes de me raconter des tas de choses et de faire les malins. J'en ai assez de dire que je ne sais rien alors que je sais beaucoup de choses. Pourquoi faire? Pour permettre à l'homme de me raconter des choses et donc d'étaler sa connaissance et de faire la surprise. Faire comme si moi je ne savais pas, alors que je sais. Moi je sais et il ne sait rien. Et pourtant je me retrouve obligée de me taire et d'étouffer mon intelligence pour que sa bêtise s'élève. Alors monsieur est en train de sourire. Est-ce que simplement c'est ça que toutes les femmes font?
Alors, il se pose la bonne question. Là, il regarde et il se dit, mais attends, magnifique la question. Est-ce que ce sont toutes les femmes qui sont comme ça? Ou bien est-ce que c'est juste cette femme? Déjà, le fait que tu te poses la question, c'est magnifique, c'est déjà pas mal que tu te poses la question. D'accord? C'est la remise en question, c'est très bien. Est-ce que c'est juste cette femme? Et là, nous avons des femmes. Et je suis une femme. Et tu es à ça d'obtenir ta réponse. Et ta femme, bon, tu as une petite pensée pour ta femme, on la salue au passage. Est-ce que toutes les femmes sont inscrites dans le faire semblant, dans l'hypocrisie, dans l'étouffement de leur capacité, de leurs compétences, pour flatter les goûts de l'homme et donc pour lui plaire? Parce que la femme, pourquoi elle fait ça? C'est pour séduire. C'est pour plaire. N'est-ce pas? Pourquoi la femme se sent-elle obligée de faire tout ceci pour plaire? Est-ce que ce n'est pas possible qu'un homme t'aime, t'apprécie pour ce que tu es réellement? Je reformule la question. Est-ce que c'est possible? Et là, je vous pose la question. Est-ce que c'est possible qu'un homme accepte une femme telle qu'elle est, avec ses compétences, avec son intelligence, avec ses envies et ses désirs, de l'accepter et de l'aimer dans ce sens? D'accepter tout d'elle, sans qu'elle ne fasse semblant? Non. Tu ne vas pas tout accepter, je pense. Il y a des choses qui vont te faire peur. D'accord? Même cette histoire d'une femme qui a un passé, ça fait peur aux hommes. D'ailleurs, il y a un bouquin qui est très intéressant qui s'intitule « Pourquoi les hommes ont-ils peur des femmes ?» Alors, le bouquin ne s'intitule pas « Est-ce que les hommes ont peur des femmes ?» Mais il s'intitule « Pourquoi ?» Ça veut dire que c'est une vérité. Pourquoi les hommes ont-ils peur des femmes? Et pourquoi la femme, donc, dans ce texte, on revient vers le texte, donc, je le rappelle, lors d'un commentaire de texte, bien, le but d'un texte, c'est de faire en sorte que tu partes dans la réflexion, mais que tu reviennes vers le texte. Tu réfléchis, tu reviens vers le texte, et tu te maintiens au texte. Pourquoi les hommes ont-ils peur des femmes? Là, nous avons un point de vue purement féminin, qui déjà est en train de scandaliser pas mal d'hommes. C'est scandaleux. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est juste cette femme ou bien est-ce que c'est toutes les femmes qui sont comme ça? Alors cette femme-là, elle est comment? Elle est comment? Elle fait semblant, elle ment et elle est hypocrite. Et pourquoi se sent-elle obligée d'être comme ceci? Parce qu'il ne vit pas pour elle, il vit pour les autres. Parce qu'il se sent qu'il existe lorsque l'autre la voit comme ça. D'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que cette idée vient? Que la femme doit être comme ci et qu'elle doit être comme ça? Qui a imposé ces règles et qui a imposé ces lois? C'est le manque de confiance en soi. Non! C'est l'homme! C'est l'homme qui a installé ces règles. En tant qu'homme, voici ce qui me plaît et voici ce qui ne me plaît pas. Donc, pour pouvoir plaire à l'homme, il faudrait s'inscrire dans cette recette. C'est clair? La recette est la suivante. Donc, ne pas être soi-même. Enfin, on va dire quelque part, ça va être une espèce de publicité. Tu veux plaire à un homme? Ne sois pas toi-même. Et de un, mens-lui. Sois hypocrite. Fais des choses derrière son dos. Tu manges très très bien à la maison et quand tu le rencontres, tu fais semblant de manger un tout petit peu. Ah voilà, j'ai pas beaucoup d'appétit, hein, je suis comme ça. Donc voilà, c'est faire semblant. Et c'est un petit peu se moquer de lui. Tu te moques de l'homme quand tu flattes son ego alors qu'il n'y a rien à flatter. Mais lui, ça lui plaît. Il est content. Et donc tu lui plais. Et au fond de toi, tu n'as aucun respect pour lui. Mais pourquoi cherches-tu à séduire une personne par rapport à laquelle tu n'as aucun respect? Tu es obligé de lui mentir. Tu es obligé de faire semblant pour lui plaire. Alors que lui, il ne te plaît même pas. Alors ce sont des questions.
Pourquoi tu veux séduire quelqu'un qui ne te plaît pas? Pourquoi tu veux séduire des imbéciles et leur dire qu'ils sont merveilleux? Pourquoi? Oui? Pour éviter le mal qui va venir, pour éviter qu'il te fasse du mal. Comment va-t-il te faire du mal? Alors quand tout le monde se ressemble, quand tu vis dans une société où il y a une espèce de norme, il y a une norme, tout le monde se ressemble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de choix. Tu n'as pas trop le choix. Si tu dois faire semblant, que ce soit avec X ou que ce soit avec Y, mais au fond de toi, tu penses être plus intelligente qu'eux, mais tu dois bien te caser. Vous savez ce que veut dire se caser? Trouver un mari. C'est clair? Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. C'est ça l'idée. Oui. C'est pour séduire, c'est pour trouver un mari. Parce qu'il te faut bien un homme. Aussi intelligente sois-tu, aussi compétente sois-tu, tu as besoin de cet imbécile à qui tu vas dire qu'il est merveilleux. Tu as besoin de lui pour avoir un enfant. Je suis vraiment désolée, mais c'est le texte. D'accord? Tu as besoin de lui pour faire un enfant. Donc, aussi imbécile soit-il, il est important. N'est-ce pas? Et donc, tu es censé le séduire. Et tu vas le séduire comment? En faisant ceci. Alors là, nous avons une espèce de... Voilà, vous savez, quand la personne, elle fait tellement semblant, à un certain moment, elle est fatiguée. Nous avons un aveu de femme, une confession de femme. Comme on dirait dans un français plus familier, un coup de gueule. C'est un coup de gueule. D'accord? Là, elle est énervée, elle dit ce qu'elle a vraiment sur le cœur. Et on n'a même pas l'impression qu'elle parle à quelqu'un, on a l'impression qu'elle se parle. J'en ai assez. J'en ai assez de ne jamais être moi-même. Je suis fatiguée. J'en ai assez de ne jamais être moi-même et de ne jamais faire ce qu'il me plaît. J'en ai assez de faire celle qui mange comme un oiseau, de marcher quand je veux courir et de dire après une valse que j'ai la tête qui tourne alors que je pourrais danser 2 jours sans me lasser. J'en ai assez de dire vous êtes merveilleux à des imbéciles qui sont moitié moins intelligents que moi. Et j'en ai assez de prétendre que je ne sais rien pour permettre aux hommes de me raconter des tas de choses et de faire les malins. Elle est fatiguée. Elle est vraiment fatiguée. Donc elle dit ce qu'elle a sur le cœur, elle dit la vérité. Là, c'est la femme qui dit la vérité et qui fait peur. C'est clair? Donc, quelle est l'idée générale par rapport à laquelle vous allez avoir ce bonus de plus de points? L'idée générale du texte, c'est quoi? Oui? La personne est obligée de céder à l'homme. Tu ne vas jamais commencer une bonne idée en disant la personne. Tu commences une bonne idée par l'abstraction du savoir. L'idée est là, tu la rends abstraite et tu la rends universelle. L'idée générale, c'est quoi? Donc, continue quand même. Oui, c'est ça. La personne est obligée de céder à l'ordre établi. Une personne. Une personne. Qui est cette personne? La femme. Toutes les personnes. Toutes les personnes? Ouais. Toi, tu penses que toutes les personnes sont concernées par ceci? Ouais, Ou bien c'est une question homme-femme? C'est une question homme-femme. C'est le combat éternel de la femme versus l'homme. C'est un combat éternel qui a toujours existé. C'est une espèce de bataille non avouée entre deux genres. Il y a l'espèce humaine, et dans l'espèce humaine, nous avons 2 genres. Nous avons le masculin et le féminin. Alors, il y a toujours eu une guerre inavouée entre les hommes et les femmes dans toutes les cultures et dans toutes les sociétés. Qui est plus fort que qui? Qui est plus intelligent que qui? Là, nous avons la comparaison.
quand je dis qu'une personne est bête, bien quand je dis que voilà, lui c'est un imbécile et moi je suis plus intelligente que lui, nous sommes dans quoi? Nous sommes dans la comparaison, alors que normalement la relation est censée être une relation de complémentarité. N'est-ce pas? Donc là nous avons une bataille inavouée entre la femme et l'homme. Mais nous avons quoi d'autre? Une tension. Une tension. Quoi d'autre? Malentendu. Alors ce texte exprime il exprime la lutte d'une femme contre elle-même afin de plaire à l'homme. Oui? Le texte parle de la méthode avec laquelle la femme peut réduire la tension entre elle et l'autre qui est l'homme, en masquant sa réalité, en présentant le monde. Alors, on va commencer tout d'abord par utiliser un mot qui est très intéressant, à savoir l'aliénation. Aliéner. L'aliénation, c'est quoi? C'est la dépendance, c'est l'emprisonnement, l'aliénation. L'aliénation de la femme, ce texte est en train d'exprimer, ou bien ce texte exprime, bien relate, l'aliénation de la femme et qui se manifeste dans le fait de ne pas être qui elle veut, de ne pas faire ce qu'elle veut, donc elle se manifeste dans le fait que la femme se sente obligée de se contenir. Je vais vous sortir une phrase très sympathique tout à l'heure, mais ça c'est un petit peu les fragments des idées. Alors nous avons l'aliénation. Alors on va devoir conjuguer dans l'idée générale le mot aliénation avec condition féminine. Condition féminine. Et puis, dans cette aliénation, qu'est-ce que la femme fait? Elle n'est jamais elle-même, ça veut dire qu'elle perd son identité. C'est la perte d'identité. Perte d'identité. Et donc, perte de soi. Quand je perds mon identité, quand je ne suis pas moi-même, je perds mon identité. Et quand je perds mon identité, je m'inscris dans l'effacement. C'est aussi un mot à retenir. Donc, aliénation, condition féminine, perte d'identité et donc effacement. Quoi d'autre? Obligation à se contenir. Obligation à contenir. Les états d'âme. Obligation de contenir les états d'âme. Et de se rallier à un modèle de femme bien précis, standard, imposé par qui? Imposé par l'homme. Et puis être obligé de flatter l'ego de l'homme. Et pour ce faire, de se rabaisser. Donc c'est pas juste que je flatte ton ego, je flatte ton ego en me rabaissant. C'est bon? Donc l'idée générale, elle doit contenir tout ceci. Aliénation, condition féminine, perte d'identité et donc effacement, l'obligation à contenir les états d'âme, flatter l'ego de l'homme en se rabaissant. Donc, trouvez-moi une petite phrase sympathique qui contient tout ceci. À travers ce texte, ou bien à travers cet extrait, Margaret Mitchell relate, ou bien exprime, la condition féminine. Je suis en train de répondre. Alors, elle est en train d'exprimer quoi? Ses sentiments envers.
la condition féminine qui la concerne, ça la concerne. Elle n'est pas en train de disserter sur quelque chose qui ne la concerne pas. Donc la condition féminine dont elle souffre, donc elle est en train de, qu'est-ce qu'on a dit? Elle est en train de relater sa relation entre la condition féminine dont elle souffre et qui l'oblige à perdre son identité, virgule, à s'effacer, à faire abstraction de ses états d'âme, à flatter l'ego de l'homme en s'inscrivant dans le rabaissement. Voilà. Donc les 2 points, c'est moi qui vais les avoir. Alors, c'est une question d'entraînement, il faut s'entraîner. Prendre une idée qui est très simple et la rendre pas plus compliquée, mais plus profonde. Alors, c'est bon? Et là, on va en débattre. Vous en pensez quoi? Normalement, d'après ce point de vue, ça peut être que Margaret ici exagère un peu. Elle exagère. Vous pensez qu'elle exagère? Oui, parce que jamais il y a des chaînes qui tient l'âme de la femme, surtout, pour ne pas être elle-même de ce qu'il veut. Qu'est-ce que vous en savez? Parce que, par exemple, alors, question. Les femmes te regardent d'une certaine manière. Elles te regardent avec hostilité, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Alors, vous êtes en train de dire qu'aucune chaîne ne peut obliger une femme à mentir ou bien à être hypocrite. Voilà, vous dites quelque part que c'est du baratin, que ça n'existe pas. Ça existe. Alors, est-ce que les femmes marocaines sont loin de ce tableau? Est-ce que les femmes marocaines, est-ce que la femme marocaine est loin de ce tableau? Est-ce qu'on est loin du faire semblant? Est-ce qu'on est loin de la contenance des états d'âme? Tu as envie de crier et tu te retrouves en train de sourire. Hein? Est-ce que la femme marocaine ne s'inscrit pas dans l'hypocrisie? Est-ce que la femme marocaine ne s'inscrit pas dans le fait de flatter l'ego de l'homme et de se rabaisser? De lui dire, ah mais tiens, je ne savais pas. Dis-moi, alors que... Elle sait tout. Alors, ouais. Est-ce que l'on ne peut pas faire sortir les bonnes choses de la femme sans... L'homme peut faire sortir les plus merveilleuses des choses de la femme s'il l'accepte. C'est quand tu acceptes la personne telle qu'elle est. Si je sais que tu vas m'accepter, si je sais que tu ne vas pas me laisser tomber, si je sais que tu vas me contenir avec mes états d'âme, avec mes folies, avec mes humeurs, avec mes compétences, donc avec mes moins et avec mes plus, tu es capable de m'accepter tout entière, pourquoi je vais faire semblant? La femme se sent obligée de faire semblant pour plaire. Et la femme sait bien que l'homme n'aime pas les femmes fortes. L'homme n'aime pas les femmes intelligentes. L'homme n'aime pas les femmes qui lui sont supérieures. Intellectuellement parlant, financièrement parlant, culturellement parlant, etc. Ça, c'est la règle que connaissent toutes les femmes. Est-ce que je me trompe? L'homme n'aime pas. Il n'aime pas l'aspect supérieur de la femme. Pourquoi? Parce que justement, il est censé être le plus et elle est censée être le moins. Comme une pile de batterie. D'accord? La pile. Il y a le plus, il y a le moins. Alors, qui a dit qu'il fallait absolument qu'il y ait un plus et qu'il y ait un moins? Qui a dit qu'il faudrait qu'il y ait une notion de compétitivité?
Qui a parlé de compétition? Qui a parlé d'ego? C'est censé être une relation complémentaire. Je t'apporte des choses et tu m'apportes des choses. Mais l'homme, généralement, n'aime pas les femmes qui sont supérieures. Si on peut parler de supériorité. Qui ont des plus, qui ont beaucoup de plus. Il n'aime pas ça. Surtout quand lui a beaucoup de moins. Donc, il y a deux cas de figure. Soit il doit rabaisser le plus, d'une manière directe ou indirecte. Je sais que tu as envie de faire des études et je sais très bien que tu vas exceller dans les études, mais je te dis que voilà, si tu veux me garder, tu restes à la maison. Donc je sais qu'il va y avoir un plus et je l'étouffe dans l'œuf pour que ce soit toujours un moins. Je t'empêche de partir en mission, par exemple, pour que tu ne sois jamais avec un autre plus. Donc, quelque part, c'est de faire descendre la femme, soit directement, soit indirectement, vers lui. Au lieu de faire en sorte que la femme l'aide à remonter. D'accord? Le contraire existe rarement, une femme qui sabote son homme. Et puis, mais il y a aussi une petite question que l'on peut se poser. Est-ce que les femmes, dans leur imaginaire, n'aiment pas l'homme dans cette image de supériorité? Et donc, la recherche. Alors là, nous avons deux modèles. Nous avons l'homme qui cherche la femme idéale, c'est une femme avec un moi. Et nous avons la femme qui cherche l'homme idéal, c'est un homme avec un plus. Mais si c'est inversé, il y a des problèmes. Si c'est l'homme qui a un moins, et si c'est la femme qui a un plus, la femme doit convertir son plus en un moins. Pour quoi faire? Pour plaire. Pour plaire. C'est clair? Donc il faudrait remettre en question cette histoire de compétition. Bien, est-ce que c'est une question de nature? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que ça a été acquis? Est-ce que c'est culturel? Qui va gagner? Qui va gagner? Qui va être mieux que l'autre? Qui est censé être mieux que l'autre? Qui nous inculque ce genre d'idées? Qui a fait en sorte que ces idées traversent le temps et l'espace? Qu'on hérite d'un système de pensée qui n'est pas le nôtre? Monsieur est complètement surpris. Vous êtes surpris, je le vois. Mais ça existe. Alors, Margaret Mitchell, à travers ce texte, elle fait part de la condition féminine des femmes américaines. Des femmes américaines. On ne va pas dire qu'elle parle de tout le monde. Des femmes américaines parce que c'est une femme américaine. Donc, elle évoque l'effacement, la contenance des états d'âme et le rabaissement de la femme tout en flattant l'ego de l'homme dans un but de séduction, de rattachement. Oui? D'accord. C'est bon? Laquelle? Alors nous avons une espèce de schématisation que l'on a retrouvé déjà dans le texte sur lequel on a travaillé la semaine dernière, le texte de Khalil Gibran, le prophète, l'extrait sur lequel on a travaillé. Il y a cette tendance qu'ont les auteurs à schématiser les relations humaines. Oui? Et aussi entre le proverbe, citation qu'on a déjà vu, le silence pour la femme, ce qu'elle représente. Non, c'est un petit peu la condition féminine. On peut dire que Margaret, ici, c'est un volcan qui vient de se réveiller. C'est pas que le volcan se réveille, c'est que elle en arrive à un point de culmination. Tu en as assez. Il y a eu une goutte d'eau qui a fait déborder le vase, tu en as assez de faire semblant. C'est un coup de gueule. C'est un aveu, c'est une confession d'une femme qui a été toujours obligée d'être ce qu'elle n'est pas, de contenir ses états d'âme,
d'être synchronisé au rythme des autres, de faire ce qu'on lui demande de faire et donc de s'appliquer à un règlement social pour justement séduire l'homme. Un homme pour lequel elle ne voue aucun respect, un homme qu'elle méprise au fond d'elle, mais qu'elle se retrouve obligée de flatter pour justement pouvoir le séduire, pour faire en sorte que l'homme l'aime. Donc c'est très intéressant. Je vais vous demander pour la prochaine fois, s'il vous plaît, d'effectuer un commentaire de texte dans ce sens. Moi, je pars du principe selon lequel, si on travaille sur le développement, si on se met d'accord par rapport au développement, c'est fait. Le commentaire a été fait. Parce que, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est d'en tirer une introduction et une conclusion. Lors de l'introduction, je vais poser des questions, alors que j'ai déjà les réponses au niveau du développement. C'est-à-dire convertir les idées que j'ai abordées en des questions que je vais annoncer lors de l'introduction. Et lors de la conclusion, je vais synthétiser ce qui a été dit durant le développement. Ça veut dire que finalement, l'introduction et la conclusion tournent autour du développement. Quand tu as le développement, tu as tout. Donc je voudrais recevoir un commentaire de texte pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. De ce texte. Alors Khalil Gibran aussi, vous êtes obligé parce qu'il va y avoir un contrôle continu par la suite, vers le 21. Comment? Ça a été fait? Bah oui, on a travaillé sur le texte de Khalil Gibran, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez, on peut refaire quelque chose. Ça ne me dérange pas. C'est bon? Bien, merci.